Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les recherches se poursuivent à Marseille 2 jours après l'effondrement d'un immeuble du 17 rue de Tivoli dans le centre-ville. Le bilan humain est déjà lourd. 6 cadavres en cours d'identification ont été extraits des gravats. On retrouve Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1 sur place. Stéphane, il reste potentiellement 2 personnes coincées sous les décombres. Oui, et l'espoir, malgré tout, cette bataille du temps qui est annoncée par les marins-pompiers. Alors, oui, il y a eu un incendie important, on le sait, sous les décombres, mais il est maîtrisé maintenant. Et puis le feu n'était pas généralisé, surtout. C'est pourquoi les sauveteurs, mais aussi le maire de Marseille, Benoît Payan, écoutez, tous espèrent encore retrouver des survivants. Il reste de l'espoir, et tant qu'il reste de l'espoir, nous ne nous arrêterons pas. Tant qu'il reste de l'espoir pour retrouver des survivants, nous ne nous arrêterons pas, et les pompiers marseillais ne s'arrêteront pas. Et donc c'est pierre par pierre que nous continuons ce travail. C'est l'étendue et la profondeur de cet effondrement qui rendent les recherches difficiles. Comment se font les recherches? Elles se font sur des zones bien précises, sur des zones qui ont été identifiées. Voilà, les marins-pompiers qui ont en fait réalisé un quadrillage de cette zone. Ils ont utilisé des drones, ils ont ciblé dans un premier temps un périmètre côté cour qui correspondait aux chambres. C'est là qu'ils ont découvert les premiers corps. Les opérations qui se concentrent maintenant côté rue. Ces opérations avancent vite, très vite. 500 mètres cubes de gravats dégagés hier soir, selon le dernier pointage. Ça a continué toute la nuit. Mais le danger reste présent sur zone, puisque en dégageant ces décombres, les grutiers, les sauveteurs prennent également le risque de fragiliser des façades voisines qui pourraient elles aussi s'effondrer. Stéphane Burgat en direct de Marseille. Et les drapeaux de l'hôtel de ville et de toutes les mairies d'arrondissement ont été mis en berne. Et puis le parquet de Marseille annonce l'ouverture d'une enquête pour homicides involontaires. Autre drame, celui qui a coûté la vie à 6 alpinistes dans le massif du Mont Blanc. Les recherches sont terminées et là aussi le bilan est lourd. L'un des plus meurtriers de ces 10 dernières années. 6 morts, dont 2 guides de haute montagne emportés par une coulée de neige sur les hauteurs de Contamine-Montjoie. Enquête judiciaire ouverte pour déterminer les causes d'une avalanche imprévisible selon la procureure. Raison de plus pour revoir le système d'alerte selon Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais-les-Bains. 4 des 6 victimes habitaient dans sa commune. Auparavant, l'hiver, il faisait froid pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Maintenant, on a dans une semaine pratiquement les 4 saisons. Toutes les études et tout ce qui faisait la connaissance des météorologues ou des préventionnistes, eh bien, c'est certainement aujourd'hui un travail sans polémique de remise en question des modèles. On met un peu plus de monde aussi dans la montagne, donc les risques sont complètement changés. Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais-les-Bains, joint au téléphone par Caroline Baudry. Alors à l'heure du dérèglement climatique, les prévisionnistes vont donc devoir changer leur méthode de calcul. C'est le sentiment de Patrick Marlière, météorologue et directeur du site Agathe Météo. Là, ce qui me manquait comme information, c'était quelle était la fragilité des premières couches de neige. Cette information, comment on peut aller la mesurer, comment elle sera fiable. Le matériel n'est peut-être pas prêt pour répondre à tout cela. Tous les scientifiques et les spécialistes travaillent sur justement comment augmenter le nombre de capteurs qu'il faut mettre en place. Mais ça demande des investissements tellement importants. L'argent, il faut le trouver. Les portes sont ouvertes. Venez, on va améliorer tout cela. Patrick Marlière, météorologue, joint au téléphone par Lucie de Pertuis. Europe 1, il est 7h04. Emmanuel et Brigitte Macron aux Pays-Bas aujourd'hui pour une visite d'État de 2 jours. Et elle commencera par une réception au Palais Royal d'Amsterdam, déjeuner privé avec le couple royal. Autre moment très attendu, son discours sur l'Europe après ses propos sur la nécessaire autonomie stratégique des Européens vis-à-vis des 2 grandes puissances, la Chine et les États-Unis. Et aux États-Unis, justement, cette interview d'Emmanuel Macron et ses propos sur Taïwan provoquent pas mal de remous. L'Europe ne doit pas se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les siennes. Le chef de l'État a défendu une 3e voie dans le face-à-face qui oppose Américains et Chinois sur Taïwan. Cette prise de distance provoque l'indignation de la presse américaine. La Maison-Blanche, elle, temporise. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. La Maison-Blanche et le département d'État ont pris un profil très bas et insisté sur l'alliance franco-américaine. L'amiral Kirby, conseiller de Joe Biden pour les affaires internationales, a même pris soin de détailler tous les endroits du globe où les 2 pays menaient des opérations de sécurité bilatérales. C'est surtout la presse américaine qui a réagi, d'autant que Politico est un site très lu à Washington. Dans sa version de l'interview, il met en avant le passage où Emmanuel Macron dit notamment que les Européens ne peuvent pas être à la remorque du calendrier des États-Unis et des réactions démesurées de la Chine. Le Washington Post se demande quelle lecture les Américains et surtout les membres du Congrès vont faire de cette phrase qui semble mettre sur le même plan les États-Unis et la Chine. Cela touche un air à vif au moment où les États-Unis sont préoccupés par les manœuvres de la marine chinoise autour de Taïwan, ce qui fait écrire au Wall Street Journal
Le président français a mal choisi son moment. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Et 24 heures après l'annonce de la fin de ses manœuvres militaires dans la région, la Chine déploie à nouveau une partie de sa flotte dans le détroit de Taïwan. Le ministère de la Défense taïwanais affirme avoir détecté ce matin la présence de 9 navires de guerre et 26 avions chinois. La crise économique et les changements d'habitude fatals au PC, le marché des ordinateurs s'est effondré de près de 30% dans le monde entier au premier trimestre. Apple est le plus touché, ses ventes de Mac et d'iPad ont reculé de 40% sur la même période. La politique est un retour qui fait débat aujourd'hui. Adrien Quatennens va-t-il réintégrer le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale ? Et la question sera tranchée dans la matinée à l'occasion d'une réunion de groupe à l'Assemblée nationale. Justement, le député du Nord, condamné pour violence conjugale, a été entendu hier par ses collègues insoumis. La synthèse de cette audition sera soumise à approbation, Alexis de la Fontaine. Mais au sein de la France Insoumise comme de la NUP, le retour d'Adrien Quatennens divise. Oui, une partie des députés insoumis s'oppose clairement au retour d'Adrien Quatennens. Pour ces élus proches des mouvements féministes, siéger à nouveau à ses côtés semble inenvisageable. Pour autant, selon les informations d'Europe 1, une majorité de parlementaires LFI devrait se ranger derrière l'avis de Jean-Luc Mélenchon, à savoir voter en faveur de sa réintégration. De quoi propager la contestation au sein des rangs de la NUP. L'écologiste Sandrine Rousseau monte au front. Compte tenu de ce qui s'est passé pendant ces 4 mois-là, eh bien, sa réintégration ne sera jamais jugée légitime, je pense, par une partie de la population. Et on a raté une occasion de montrer qu'il y avait un parcours pour les auteurs de violences. Mais également chez les socialistes, Boris Vallaud estime que ce retour est une erreur. Alors après les dissensions ces derniers jours entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon sur l'avenir de la NUP, une nouvelle tempête agite la désormais très fragile alliance de gauche. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Et direction l'Australie pour finir ce journal sans quitter Paris. Songlines, je dis Songline tout à l'heure, non, Songlines, c'est le chant des pistes chez les aborigènes d'Australie. Exposition à ne pas manquer au Quai Branly. Europe 1 vous propose une immersion complète au cœur du monde aborigène. Pour cela, il faut s'aventurer effectivement dans le désert australien sur la piste des 7 sœurs, l'une des légendes les plus populaires du pays. Marie Jiquel nous fait la visite reportage. Toute l'exposition repose sur une fable aborigène racontant le destin de 7 sœurs poursuivies par un sorcier. Ce récit fil rouge nous emmène des terres les plus désertiques au ciel étoilé le plus dégagé. Il y a de la poésie dans l'air et sur les murs des toiles éclatantes reprenant la technique du pointillisme, expression de la vibration du territoire selon les aborigènes. Stéphanie Leclerc-Caffarel, experte scientifique de l'exposition. C'est une exposition effectivement qui se base, comme tout le savoir aborigène, sur des récits. Les aînés des communautés ont choisi une épopée pleine de rebondissements, de l'amour, de l'aventure, un peu de peur aussi. Chef-d'œuvre de cette exposition, qui fait figure d'affiche, une grande toile créée par plusieurs artistes aborigènes en 2013. Peinture multicolore, sorte de vue aérienne d'une terre sacrée située dans l'ouest de l'Australie, là où les femmes se changent en pierre, selon le récit de nos héroïnes, les 7 sœurs. Marie Jiquel, Songlines au musée du Quai Branly jusqu'au 2 juillet avec Europe 1. Prix d'entrée à partir de 9 €. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.